Mais merci beaucoup d'assister à ma présentation, même si on n'est pas très nombreux. J'espère que l'enregistrement va attirer d'autres personnes. Cette présentation, je vais partager les résultats d'un projet sur la façon de changer certaines pratiques de production végétale afin d'obtenir une meilleure lutte antiparasitaire dans les cultures ornementales de serre. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé français, mais ça va bien aller. Donc, avant d'entrer dans les détails du projet, j'aimerais vous présenter l'équipe de recherche, y compris des spécialistes en floriculture du ministère ontarien. Voilà Sarah Jędrysik et Siobhan Dable, et mes collègues Ashley et Zelda qui ont fait la plupart des expériences. Donc, pour situer la recherche, dans la province d'Ontario, on a fait un sondage et on a trouvé que la plupart, 94% des floriculteurs utilisent la lutte biologique. Et pour la majorité d'entre eux, la lutte biologique est leur principale stratégie de lutte intégrée. Donc, le facteur déterminant derrière cela est ce qu'ils ont très peu d'options chimiques viables pour lutter contre les TRIPS. Donc, ceci que vous voyez maintenant, c'est une infographie que nous avons créée sur la base des stratégies de lutte intégrée qui sont utilisées par les producteurs et les recherches que nous avons faites au cours des 10 dernières années. Et ceci décrit l'utilisation d'acariens prédateurs, voilà, de biopesticides, d'autres prédateurs comme ici, des nématodes et aussi le piégeage de masse. Au cours de cette présentation, je montrerai qu'on peut ajouter 2 stratégies supplémentaires à ce système, le trempage des boutures et la résilience des plantes. Ces 2 éléments sont des points d'intervention précoce. C'est basé sur les principes de commencer propre et rester propre. En anglais, c'est start clean and stay clean. Et ce graphique montre le modèle que nous voulons tester. La ligne rouge représente un scénario conventionnel où on commence avec très peu de ravageurs, mais quand même, il y en a quelques-unes. Et bon, leur population grandit dans le temps. D'après nos recherches précédentes, nous savons que le trempage des boutures, voilà ici, peut réduire le nombre de ravageurs dès le début. Et si rien d'autre s'est fait, bien sûr, les populations vont grandir encore. Cependant, cela donne suffisamment de temps aux agents de lutte biologique relâchés dès la plantation pour commencer à travailler. Et je vais d'abord vous montrer quelques informations et des résultats sur le trempage des boutures. Et je parlerai de la résilience des plantes dans la deuxième partie de cette présentation. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiarisés avec le trempage des boutures, je vais rapidement décrire la procédure. Donc, pour tremper des boutures, voilà, vous les recevez dans une boîte, vous allez les sortir de leur boîte et leur sac et les étaler dans un plateau perforé, comme ceci. Vous pouvez couvrir ce plateau avec un deuxième plateau et plonger l'ensemble complètement dans la solution de trempage. Pour de petites quantités ou de minuscules boutures, certaines personnes préfèrent d'utiliser un passoire ou un tamis. Mais le but, c'est vraiment d'obtenir une couverture complète des boutures. Les produits que nous avons étudiés sous forme de trempage étaient des biopesticides et ou combinés avec des produits à risque réduit, tels que les huiles et le savon insecticide. Ces produits présentent moins de problèmes de résistance aux pesticides. Ils laissent un minimum de résidus et sont hautement compatibles avec des agents de lutte biologique. Et après le trempage, les boutures sont insérées dans le substrat comme d'habitude.
Nos travaux antérieurs sur le trempage de boutures étaient tous effectués sur les Alerodes Bemisia, qui étaient sur les boutures de poinsettia. Par la suite, une subvention de American Flora Endowment et un financement supplémentaire de la grappe HO nous ont permis d'étendre nos recherches aux trips. Ça, parce qu'on sait, les trips, c'est vraiment un problème dans plusieurs cultures et les résultats seront plus applicables. Et en particulier, on a voulu quantifier l'incidence de trips sur les boutures. Deuxièmement, déterminer l'efficacité et phytotoxicité de différents produits pour le trempage contre le trips. Et ensuite, valider le trempage des boutures contre les trips dans les cultures de serre commerciales. Donc, en 2018, nous avons effectué une surveillance des boutures de chrysanthèmes arrivées dans les serres locales. Et on était assez surpris de voir que 84% des échantillons étaient infestés de trips. Nous avons trouvé environ 1 à 2 trips par échantillon de 20 boutures, qui n'est pas beaucoup, mais quand même, ça augmente de plus de boutures qu'on introduit. C'était principalement des œufs et des larves. Et il y avait peu de variations entre les cultivars et entre les mois dans l'année. Donc, pas mal tous les boutures qu'on reçoit auront des trips. Nous avons également échantillonné des cultures printaniers comme le lantana, le calibrachoa, le vervin, épaumé, etc. Mais ça, c'était vraiment une petite taille d'échantillon. Mais quand même, nous avons trouvé de faibles nombres de trips dans certains échantillons, mais pas dans d'autres. Comme je l'ai dit, notre but, c'était vraiment de surveiller les trips, mais nous avons également constaté que près de la moitié des échantillons de chrysanthèmes avaient des tétraniques à 2 points. Le nombre variait de très peu à plus d'une centaine d'acariens de tous les stades de développement par échantillon de 20 boutures. Ça, c'est assez surprenant. Mais les infestations étaient assez variables et c'était difficile à prédire si un échantillon en aurait ou non. Donc, ce tableau, j'espère que vous ne le regardez pas sur votre téléphone parce que c'est écrit très petit, mais j'ai essayé de faire un résumé des résultats les plus importants sur l'efficacité du trempage et la phytotoxicité de plusieurs produits qui pourraient être utilisés pour le trempage, y compris les résultats pour Bemisia, voilà, ici, les trips et les tétraniques. Vous pouvez voir aussi que des différentes espèces végétales peuvent être classées comme résistantes ou sensibles en fonction des effets phytotoxiques des produits et des taux de produits. Par exemple, les taux de savon ou d'huile ont dû être considérablement abaissés pour ne pas endommager les espèces végétales sensibles telles que les poinsettias et les roses miniatures. Ceci est indiqué par un triangle jaune avec une plante sans feuilles. C'est assez clair. Ça indique que ce produit-là, à ce taux-là, est phytotoxique. Heureusement, pour chaque combinaison de ravageurs et de plantes, nous avons trouvé un produit et un taux efficace. Ce sont les cellules vert foncé. Et en général, nous avons vu une mortalité entre 70 et 95%. Juste pour le taux élevé de Botanic Art ici, il n'y a pas de chiffres, mais il était très efficace contre les trips, mais on l'a juste testé dans des essais en serre, donc je ne pouvais pas vraiment donner des chiffres, mais ça a très bien marché. Et je vais vous montrer un graphique sur cela plus tard. Nous savions, grâce à notre travail sur Bemisia, que la combinaison de trempage des boutures, suivie par des lâchers d'auxiliaires, faisait le meilleur contrôle. Nous avons trouvé le même résultat dans nos essais sur les trips.
à cause qu'on avait une infestation involontaire de tétraniques, qui sont probablement venus avec les boutures. Nous avons également obtenu des résultats pour ce ravageur-là, qui était assez commode. Donc, je l'ai inclus ici dans les graphiques. Dans ces graphiques ici, les lignes bleues représentent le traitement sans trempage. Donc, soit sans contrôle biologique, le trait plein, ou avec contrôle biologique, qui sont les traits pointillés. Tandis que les lignes jaunes et rouges représentent différents produits utilisés pour le trempage, encore avec ou sans lutte biologique. Tous les graphiques, en fait, montrent la même chose, le même résultat. Les trempages avec biocontrôle fonctionnent le mieux, à l'exception ici des trempages de Botanigard contre les tétraniques, parce que les Botanicards n'ont pas tué des tétraniques, ce qu'on savait déjà. Mais parce que c'était dans la même expérience, c'était un traitement. Enfin, nous avons mis en place des essais commerciaux en serre au début de l'année dernière sur le géranium et le verbein. Malheureusement, lorsque COVID a frappé, nous avons dû essayer de terminer les essais en apportant des boutures à Vineland. Ça a quand même mêlé les choses. Donc, dans certaines répétitions, nous avons constaté une réduction des trips en trempant des boutures dans le Sulfol X dans ce cas-là. Dans d'autres répétitions, nous ne l'avons pas vu. Donc, ça reste peut-être à faire encore. Mais en général, le produit a vraiment conduit au rajout de trempage aux étiquettes des produits. Comme ici, au Canada, ça a été pour le Landscape Oil, le Botanigard, le COPA, savon insecticide, et le Sulfol X. Et aux États-Unis, ça a été rajouté pour Botanigard. Aussi, l'adoption par les producteurs de l'Ontario est assez élevée. En 2018, on a fait un sondage qui a montré que 74% des producteurs de poinsettias trempaient leur bouture déjà. Et maintenant, je sais, quand je visite les producteurs, il y en a beaucoup qui le font pour d'autres cultures aussi. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le trempage des boutures et les recherches que nous avons effectuées, voici 2 vidéos qui pourraient vous être utiles. Nous avons réalisé une courte vidéo expliquant toutes les étapes importantes du trempage de bouture et toutes les recherches sont résumées dans un webinaire enregistré. Donc, pour la deuxième partie de la présentation, on va poursuivre notre modèle sur les points d'intervention précoce. Je voudrais maintenant parler de la résilience des plantes. Comme je l'ai déjà dit, la ligne rouge dans ce graphique théorique montre un scénario conventionnel. Et en trempant les boutures, la ligne verte, nous pouvons réduire des populations de ravageurs pour gagner du temps pour que les auxiliaires commencent à avoir un effet. Donc, la résilience des plantes veut dire qu'on essaie de trouver un moyen de rendre les plantes moins sensibles ou plus résistantes aux ravageurs. Lorsque les plantes sont les hôtes moins appropriés pour les ravageurs, vous ralentissez la croissance de leur population, ici indiquée par la flèche et la ligne bleue, ce qui facilite le contrôle des ravageurs par les auxiliaires. Et une des façons d'y parvenir, c'est d'optimiser la nutrition des végétaux. En particulier, l'azote a été identifié comme un élément important pour la nutrition des insectes. Et ce diagramme montre comment l'azote se déplace dans la plante et où et comment il est stocké. Donc, voici les racines, les feuilles et les feuilles jeunes. L'azote est absorbé par les racines sous forme de nitrate et d'ammonium et transporté dans toute la plante par le phloème et le xylème surtout sur forme d'acides aminés. L'azote peut être stocké dans toutes les parties de la plante sous forme d'azote inorganique, le nitrate et l'ammonium,
ou sous forme d'azote organique, les acides aminés et protéines. Voilà, les formes d'azote les plus importantes pour les ravageurs sont l'azote organique, donc les acides aminés et les protéines. Les aleurodes, ici, se nourrissent surtout sur le phloème, le sève du phloème, et les tripes se nourrissent du contenu des cellules. Cela veut dire qu'en manipulant la quantité d'engrais que nous donnons à la culture, nous pouvons théoriquement modifier la valeur nutritionnelle des plantes pour les insectes ravageurs. Et on sait que les cultures floricoles sont souvent surfertilisées. Les recherches récentes aussi dans la grappe à chaud par le Dr. Shelp montrent que dans le chrysanthème, les réductions allant jusqu'à 75% sont possibles, sans affecter la qualité de la plante. Et d'autres études du Dr. Zeng montrent aussi les résultats similaires pour les roses miniatures et le gerbera en pot. Donc, cela signifie qu'il est possible de jouer avec différents taux d'engrais. Donc, notre hypothèse encore était qu'une réduction des engrais ralentira la croissance des populations de ravageurs et conduira à des meilleures performances des auxiliaires. Mais réduire trop les nutriments aura bien sûr un impact négatif sur la qualité des plantes. Voici pourquoi on a regardé les possibilités et les potentiels des biostimulants. Les biostimulants sont des bactéries bénéfiques, des champignons bénéfiques ou leurs extraits. Ils peuvent atténuer les effets négatifs en aidant les plantes à gérer les conditions avec peu de nutriments. Ce diagramme aussi montre que les biostimulants aux racines peuvent aussi induire des défenses directes, induire la plante à faire des substances de défense contre les ravageurs, et indirectes pour attirer des prédateurs et des parasitoïdes. Donc ça aussi aide à réduire ou ralentir des populations de ravageurs. Ces considérations ont conduit aux objectifs de recherche suivants. Nous voulions d'abord voir s'il était possible d'optimiser les apports de nutriments et les amendements de biostimulants pour réduire le risque des ravageurs, tout en maintenant la santé et la qualité des plantes. Et ensuite, nous avons voulu voir quels étaient les effets de la réduction des nutriments et ou des biostimulants sur l'efficacité de la lutte biologique. Nous avons choisi deux systèmes modèles représentant les principales cultures floricoles. Le gerbera en pot avec des aleurodes et des chrysanthèmes en pot avec des thrips. Donc, pour ces expériences, nous avons équipé deux serres avec des réservoirs d'engrais et des dosatrones séparés afin d'avoir 5 taux d'engrais différents. Au lieu de seulement varier l'azote, nous avons choisi de faire varier le taux d'engrais complet, car c'était plus proche de ce qui ferait un producteur réel. On a installé des cages avec plusieurs plantes de chrysanthème ou de gerbera et ils sont connectés aux différents traitements d'engrais ici. On les a infestés d'aleurodes ou de thrips, selon quelle plante on travaillait. Et les plantes ont été cultivées en utilisant des pratiques de production conventionnelles, y compris le pincement, l'application de régulateurs de croissance, c'est quoi le mot, le blackout pour induire la floraison, et au bourgeonnement pour les chrysanthèmes, on a arrêté l'engrais parce que ça, c'est une pratique conventionnelle. Les cages ont été échantillonnés à 4 points au cours du cycle de production pour déterminer le nombre de ravageurs. Et enfin, l'expérience a été répétée au fil du temps. Donc, voilà un peu de résultats. Pour savoir si les traitements d'engrais ont réellement modifié les niveaux de nutriments dans les plantes, nous avons envoyé des échantillons de feuilles pour l'analyse de la sève à chaque date d'échantillonnage.
Nous avons choisi d'analyser la sève au lieu de l'analyse des tissus qui est plus courante, car c'est que les aleurodes et les TRIPS ingèrent lorsqu'ils se nourrissent du phloème et du contenu cellulaire. Le graphique que vous voyez à gauche montre les résultats de l'analyse de la sève pour l'azote organique, donc les acides aminés et les protéines que nous pensons sont les plus importants pour la nutrition des insectes. Les différentes couleurs représentent différents taux d'engrais. Donc ici, on a choisi 25, 50, 100, 150 et 200 ppm d'azote. Et vous pouvez voir que nous avons réussi à créer des niveaux croissants d'azote organique dans les plantes au fil du temps. Le photo à droite montre que autour de 100 ppm d'azote, la qualité du Gerbera a commencé à s'ouvrir. Donc voilà l'effet sur la population d'aleurodes. Ce graphique montre que l'effet des différents traitements d'engrais dans les différentes couleurs sur les populations d'aleurodes, sur les plantes de Gerbera à 4 points différents pendant le cycle de production. Voici, c'est 2 semaines après la transplantation, 5 semaines, 8 semaines et quand les plantes ont commencé à fleurir autour de 10 semaines. Le tableau ANOVA ici, en bas, montre que seulement le facteur temps était significatif, ce qui veut dire que les populations d'aleurodes ont augmenté avec le temps. Bon, ça, c'est pas une surprise, bien sûr. Bien que le nombre d'aleurodes semble des fois, quand on regarde très proche, d'augmenter, être relié au niveau d'azote organique dans les plantes, il n'y avait pas de différence significative entre les traitements. Nous pensons que pour les aleurodes, les niveaux de nutriments des plantes agissent que sur des paramètres tels que le temps de développement, le nombre d'œufs qu'une femelle peut produire, et que le cycle de vie des aleurodes est trop long par rapport au cycle de culture des Gerbera pour voir un effet. Parce qu'ici, on était juste rendu aux 2e génération des aleurodes. Mais même si la nutrition des plantes n'affecte pas directement la croissance des populations d'aleurodes de manière significative, elle peut tout de même avoir des effets indirects. La littérature suggère que les insectes sont peuvent mieux résister aux effets infections par des entomopathogènes lorsqu'ils se nourrissent d'un régime riche en azote. Cette diapositive montre l'expérience que nous avons faite pour voir s'il y avait un effet de la réduction des nutriments sur la sensibilité des aleurodes aux champignons entomopathogènes Beauveria bassiana. Pour cela, nous avons cultivé des plantes de Gerbera à 2 niveaux d'engrais. 50 ppm est un taux limité, tandis que 200 ppm est une pratique commerciale. Les plantes ont été infestées d'aleurodes dans des petits cages à pinces et les traitements ont été appliqués lorsque les aleurodes étaient des nymphes de stade 2 ou 3. Le Botanic Garden a été appliqué au taux recommandé et à des taux inférieurs, juste au cas où les aleurodes seraient capables de mieux résister lorsqu'elles étaient exposées au moins de spores. Le graphique ici, à gauche, montre la mortalité des aleurodes 11 jours après le traitement. Malheureusement, nous avons trouvé aucune différence entre les traitements et aucun effet de la réduction des nutriments sur la sensibilité des aleurodes. Donc, malheureusement, ça n'a pas, on ne peut pas utiliser ça comme ou pour améliorer la lutte intégrée, plutôt. Bon, ça finit les aleurodes.
Notre deuxième système modèle était le chrysanthème infesté de thrips. Et encore une fois, nous avons réussi à établir des différents niveaux d'azote organique dans les plantes en les traitant avec différents taux d'engrais. Dans ce cas, on a utilisé 25, 50, 100, 200 et 300 ppm d'azote. Et la qualité des plantes, ici dans la photo, autour de 100 ppm. Voilà ici. Ce graphique montre l'effet de différents traitements d'engrais sur les populations de thrips sur les plantes de chrysanthème. Ici, au pincement. Ici, quand on a enlevé la lumière, donc quand les jours sont courts. Ici, au bourgeonnement, ici à la floraison. Et les différentes couleurs représentent à nouveau des traitements d'engrais. Le tableau ANOVA, ici en bas, montre que seulement encore le facteur temps était significatif, ce qui veut dire que les populations de thrips augmentent avec le temps. Cependant, le facteur traitement était proche d'être significatif à une valeur P de 0,0889. Cela veut dire que nous pourrions parler du traitement d'engrais sur les populations de thrips. La grande variabilité des résultats est probablement due à des facteurs environnementaux. Même si nous faisions les expériences dans une serre, les conditions d'hiver et en été étaient très différentes. Mais au lieu de répéter encore plusieurs fois l'essai d'engrais, nous avons continué afin de tester l'effet des biostimulants. Et comme le système modèle de chrysanthème était le plus prometteur, nous avons continué avec ce système-là. On a fait de l'expérience pour tester l'effet des biostimulants dans les conditions d'engrais limitantes. Et encore, on a choisi 50 ppm et conventionnel, 200 ppm. Et comme vous vous en souvenez peut-être, la qualité des plantes a commencé à souffrir autour de 100 ppm. Nous avons testé deux ensembles différents de traitements. Un avec des mycorhizes, avec ou sans Bacillus subtilis, et l'autre avec des extraits microbiens appliqués à des intervalles différents. Le reste de l'essai était similaire à l'expérience précédente. On a pris des échantillons à 4 moments différents au cours du cycle de production et on a mesuré des niveaux de nutriments dans les feuilles, des caractéristiques de plantes comme la hauteur, etc. et le nombre de thrips. Et on a répété cette expérience pour un total de 8 répétitions. Regardons d'abord l'effet des biostimulants sur la qualité des plantes. Nous avons confirmé que les mycorhizes colonisaient des racines, en particulier à taux faible d'engrais, et on a aussi confirmé la présence de Bacillus subtilis. Il y avait un certain effet de mycorhizes montrant une augmentation de la longueur des racines, mais en général, les biostimulants, malheureusement, n'ont pas compensé pour des effets de traitement d'engrais. Les seuls effets sur la qualité des plantes étaient dus au taux d'engrais. À haute teneur d'engrais, les plantes avaient un feuillage plus dense, une masse de feuillage plus élevée et plus de fleurs. Et à faible teneur d'engrais, les plantes avaient des racines plus longues et une masse racinaire plus élevée. Il n'y a pas vraiment de surprise là non plus. En ce qui concerne les populations de thrips, nous n'avons constaté aucun effet du traitement biostimulant, ni au taux d'engrais faible, ni au taux élevé d'engrais. Rita, Rose?
Non, je suis vraiment désolé, on dirait qu'on a perdu la connexion. Donc, je vous demanderai peut-être d'attendre une seconde ou deux. Je vais tenter de rejoindre. Mon Zoom a craché. Je vais essayer de reprendre où est-ce que j'étais. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que j'étais avant de... Oui. Tu parlais des mycorhizes, que ça n'avait pas fonctionné. OK, Ouais. OK. Rita, you have to make me able to share my screen again. Okay. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça... Oh, here we go. Yeah. OK. Here you Ouais. go. Hopefully Okay. it's new, Rose. Yeah. PowerPoint. Here. Tout à coup, je parlais dans le vide. C'était... voilà. OK. Ça, c'était la dernière... OK. Je parlais des biostimulants. Donc, on n'a pas vraiment vu de différence dans les populations de TRIPS. On ne sait pas si les biostimulants ont changé quelque chose dans la plante, induit des défenses ou le profil volatile, mais on n'a pas vu des effets sur la population de TRIPS. Contrairement à l'essai sur les engrais, où nous avons vu qu'une tendance dans les deux expériences sur les biostimulants, on a constaté que les populations de TRIPS étaient plus importantes à haut taux d'engrais qu'au taux plus faible. Donc ça, dans les deux expériences différentes qu'on a faites, c'était le cas. Donc ça veut quand même dire que les tendances qu'on a vues dans l'autre expérience étaient encourageantes. Bon, en conclusion, basé sur les résultats du projet jusqu'à présent, nous ne pouvons donner que des recommandations sur le trempage des boutures. Il est très clair que le trempage des boutures réduit des populations de ravageurs et augmente le succès d'un programme de lutte intégrée. En ce qui concerne l'optimisation de la nutrition des végétaux pour réduire le risque des ravageurs, nous ne sommes pas encore prêts à donner des recommandations. Mais nous avons vu que pour les aleurodes, dans un temps de cycle de production de gerbera en pot, la nutrition des plantes n'avait aucun effet sur les aleurodes, ni sur la sensibilité des aleurodes à un biopesticide. Il est possible qu'il y aura un effet sur les populations d'aleurodes dans une culture à plus long terme, comme le gerbera coupé pour les fleurs. Ce sont des cultures qui durent 2-3 ans. Donc ça, là, il est possible qu'il y ait un effet. Lorsque vous prenez des résultats des essais d'engrais et des essais de biostimulants sur les TRIPS,
nous avons vu un effet possible de la nutrition des végétaux sur la population de TRIPS et une possible réduction de 30 à 50 C'est dommage que dans ces conditions expérimentales qu'on a eues, les biostimulants n'ont eu qu'un léger effet sur la qualité des plantes et aucun effet sur les TRIPS dans les conditions expérimentales. Les résultats qu'on a obtenus dans nos essais sont très similaires à d'autres études sur les TRIPS. Ici, en bas, vous voyez 3 graphiques tirés d'articles scientifiques qui montrent aussi environ 30 de réduction de ravageurs, des TRIPS. C'est fait sur d'autres cultures que nous, mais quand même des résultats similaires et des taux d'engrais étaient similaires aussi. Donc, il est quand même très probable que les effets de nutrition des végétaux sur des populations de ravageurs sont très dépendants des espèces végétales, la cultivar, de facteurs environnementaux tels que la température, le substrat, etc. Les expériences qu'on a faites étaient essentiellement une boîte noire. Nous avons mis des choses dans la boîte et nous avons mesuré qu'est-ce qui sortait. Mais nous ne savons pas ce qui se passait dans la plante, surtout en ce qui concerne les métabolites, et des produits de défense et tout. Donc là, on peut juste dire on a fait ça et on a trouvé ça. Enfin, aussi, notre étude a varié des taux d'engrais complets, mais on ne sait pas ce qui serait passé si on changeait que des nutriments individuels. Donc ça, encore, c'est une possibilité qu'on aurait vu peut-être des meilleurs résultats. Et on peut dire la même chose par rapport aux biostimulants. Le fait que dans notre étude, nous n'avons pas vu beaucoup d'avantages des biostimulants en conditions nutritionnelles limitantes, ça ne veut pas dire que les biostimulants ne le feront jamais. Dans cette étude et dans d'autres projets antérieurs, nous avons vu que les effets des biostimulants sont très complexes et que les effets peuvent dépendre encore des espèces végétales, cultivars, l'environnement, du substrat, le type et le taux d'engrais. Donc, il se peut que nos essais étaient trop courts, que les nutriments n'étaient pas suffisamment limités ou peut-être trop limités et qu'on aurait peut-être trouvé des résultats différents avec un produit différent. C'est vraiment difficile à dire, mais voilà. Le message vraiment à retenir, c'est que il y a un potentiel que si on réduit les nutriments, qu'il y aura un effet sur les populations. Mais même s'il n'y a pas d'effet nécessairement, la réduction d'engrais est possible et sauvera de l'argent. Les guides de production actuels recommandent beaucoup plus d'azote que nécessaire. Il faut aussi se souvenir que les biostimulants font plusieurs choses, pas seulement aider les plantes avec des nutriments, et qu'ils ont aussi un rôle dans le contrôle des maladies. Donc, il y a plusieurs avantages d'utiliser des biostimulants. Donc, bien que nous avons travaillé déjà sur ce projet depuis 3 ans, nous avons encore pas mal de choses à faire. Comme nous l'avons fait pour les ailerons, nous voulons toujours voir ce qui se passe lorsque nous combinons la réduction des nutriments et les agents de lutte biologique contre les TRIPS. Et cette partie du projet se poursuit actuellement et financée par American Flora Endowment aussi. Aussi, au lieu de faire plus d'essais en serre, nous voulons retourner au laboratoire et examiner l'effet de la nutrition des végétaux sur la biologie des TRIPS dans des conditions plus contrôlées en laboratoire
et aussi voir s'il y a des différences entre les variétés de chrysanthèmes. Et enfin, si nous parvenons à formuler des recommandations, nous voulons valider les effets combinés du trempage des boutures et de la réduction des engrais dans les serres commerciales. On veut les comparer aux pratiques de culture conventionnelles et aussi faire une analyse coût-bénéfice. Et avec cela, je tiens beaucoup à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, les partenaires financiers, et je veux dire aussi un grand merci à mon mari qui a vérifié mes diapositives ce matin pour les fautes d'orthographe, et aussi Google Translate d'avoir fait la traduction facile de mon texte. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Rose. C'est très intéressant. Très intéressant. Autant que la semaine passée. Donc, maintenant, j'inviterai les gens, si vous avez des questions, peut-être d'y aller. Je ne sais pas, Rita, did you have some question on your side? No, I'm fine, thanks. OK, donc j'inviterai les gens à ne pas être gênés. Vous avez la possibilité, là, vous avez beaucoup de temps pour poser des questions à Mme Bottonhouse. Sinon, moi, j'en ai peut-être une pour commencer. Ce n'est pas une question vraiment sur le protocole que vous avez fait, mais je suis curieux, là, avec le trempage, pour en avoir déjà fait un peu dans le passé. Quand on fait des solutions de trempage, qu'est-ce qui nous dit à un moment donné qu'il faut vraiment la remplacer pour qu'au moins qu'on fasse des choses que ça soit efficace? Là? Je ne serais pas trop inquiète pour l'efficacité. Il faut vraiment les remplacer pour ne pas encourager les maladies. Donc, parce que beaucoup de boutures passent par la solution. Ça se peut que s'il y a des maladies, des pathogènes présentes, que ça pourrait affecter des boutures qui sont en santé. On a fait des expériences avec le poinsettia et le Erwinia. Ce n'est pas le nom commun français, mais en anglais, c'est soft rot. Et le risque était quand même pas trop élevé, heureusement. Mais je dirais qu'on a passé des grandes quantités de boutures dans la solution, il faut vraiment la remplacer. Ou peut-être à chaque 2 heures, ou ça dépend comment beaucoup du nombre de boutures que vous traitez. OK. Parfait. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Sinon, je vais en prendre une autre des miennes. OK, moi, j'ai une question. Là, en tout cas, moi, je trouve ça, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Je trouve ça vraiment stimulant, mais on peut-tu penser qu'on pourrait essayer ça sur d'autres types, mettons, de ravageurs? Là, c'est des insectes suceurs, piqueurs suceurs. Et si on allait avec des broyeurs, est-ce que vous pensez que la quantité, le fait de jouer avec la protéine ou encore l'azote organique, c'est un avenue qu'on faudrait explorer dans d'autres cultures aussi? Je pense que oui. Je pense parce que l'azote organique n'est pas seulement dans la sève, c'est aussi intégré, surtout quand un chenille ou un autre ravageur qui broie les feuilles, ça ingère tout. Donc, le même principe s'applique, je dirais. Okay, mais ce que si je comprends bien, c'est que ça a un succès aussi sur la reproduction, mettons l'efficacité de la reproduction du ravageur aussi, ça peut, là. Oui, on peut comparer ça quand on pense à notre nutrition humaine. Si on n'est pas en forme, on fait pas on fait pas des beaux bébés. Ça, c'est un peu trop anthropomorphe, mais quand même, si on est en santé, on performe mieux. Et c'est le même pour les insectes. OK. Ouais. Puis dites-moi donc, est-ce que vous aviez mentionné, je vous ai posé la même question il y a 2 semaines, là, mais au niveau des biostimulants, parce qu'il y a des biostimulants qui vont vraiment interagir justement sur les éliciteurs ou encore sur les racines. Il faudrait peut-être, en tout cas, il y aurait avantage peut-être à fouiller ça un peu plus, les différentes variétés de biostimulants.
Ah, c'est certain. Là, dans nos expériences, je ne sais pas si c'était parce que les mycorhizes n'ont peut-être pas eu assez de connexion de- euh, avec les racines ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas vu beaucoup d'effets. Mais c'est sûr que j'ai vu beaucoup d'études que les biostimulants font vraiment des bonnes choses pour les plantes. Donc, il y a tellement de produits et de différents organismes qu'on peut utiliser que c'est sûr que ça a un avenir. Il faut juste trouver la meilleure façon de les utiliser et un peu comprendre mieux comment ça marche pour qu'on peut que c'est plus prévisible. Les effets sont plus prévisibles. Oui. Puis, du côté des maladies aussi, pas juste les Oui, effets. oui, oui. OK.